Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On vient de vivre un grand moment d'émotion avec Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui était pas là pour nous parler du ramassage de la neige ou de la collecte des ordures à Longueuil. Pas du tout. C'est pas la politicienne qu'on vient de recevoir, c'est la fille, l'amie, la femme qui venait nous parler du décès de sa grande amie Juliane Simon, morte d'un cancer de l'utérus. Donc, je vous invite, si vous l'avez manqué, à aller écouter cette entrevue très œuvre utile, entre guillemets, avec Catherine Fournier. La raison pour laquelle je reviens sur l'entrevue, c'est qu'à un moment donné, pendant l'entrevue, je me disais, on aurait besoin, pour arriver à exprimer les choses qu'on peut pas exprimer avec des mots, on aurait besoin, pour exprimer ce chagrin-là, on aurait besoin de musique. Ben justement, mon prochain invité s'en fait une spécialité de la musique pour exprimer des émotions. C'est Alexandre Dacosta, qui est chef d'orchestre, directeur artistique à l'Orchestre Philharmonique du Québec, violoniste soliste. Alexandre, bonjour. Bonjour. Un petit peu plus tard dans l'émission, vous allez nous jouer de votre violon. Il est bien installé sur la table du studio. Les micros sont prêts. Mais la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, Alexandre, c'est que vous êtes fâché. La situation... Non, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, on peut le dire, oui. D'accord, mais moi, j'aime ça, les musiciens en colère, les alouettes en colère, j'adore ça. Vous êtes fâché contre les États-Unis. Pourquoi, dans le contexte actuel? Moi, je suis un artiste, donc je suis un pacifiste. Donc, je veux pas avoir de guerre ni d'ennemis. C'est pas mon but. Moi, je veux rassembler des gens, puis je veux leur faire vivre des émotions qui peuvent être belles, mélancoliques. On parlait de la musique, c'est très puissant, la musique, mais une des choses qui m'a toujours beaucoup touché puis tenu à cœur, c'est l'injustice. Oui. Donc l'injustice où qu'elle se trouve, elle me dérange. Donc par exemple le racisme, pour moi c'est impossible. Mon grand-père était noir, il est arrivé il venait de Kingston en Jamaïque, il est arrivé ici à 30 ans, s'est marié avec une Québécoise, il a vécu du racisme pas mal intense, oui, on peut dire ça, dans ses années de jeunesse et jusqu'à tard dans sa vie. Donc moi ça me heurte. Ouais. Oui, et puis c'est violent pour moi. Donc l'injustice, le racisme de toute forme, je peux pas vivre ça. Et là, la discrimination. Est-ce que vous considérez qu'il se passe en ce moment, et ce depuis plusieurs années, aux États-Unis, c'est une forme de discrimination envers les artistes, les musiciens étrangers? Alors, pour résumer, expliquez-nous en ce moment, c'est pas une nouveauté, là, mais vous avez une solution qui serait une nouveauté. En ce moment, comment ça se passe quand un artiste québécois ou canadien veut se produire dans le domaine de la musique aux États-Unis? Ça se passe comment? Voilà, donc pour un artiste canadien, il faut demander un visa pour aller se produire aux États-Unis. Pour avoir ce visa-là, il faut un contrat signé, il faut payer des sommes très, très importantes, on parle de milliers de dollars ici. Il faut attendre jusqu'à 10 mois pour savoir si on va avoir ce visa ou non. Mais entre-temps, n'oubliez pas qu'on a signé un contrat. Donc, si on ne reçoit pas le visa parce que le gouvernement américain juge qu'un Américain peut faire notre travail mieux et de qualité bien, aussi bien, voilà, on pourrait être refusé techniquement. Il pourrait y avoir des retards d'administration. Donc, ça pourrait prendre 1 an ou plus. Donc, et là, on a déboursé l'argent et on a signé un contrat qui nous lie à une institution culturelle qui va plus jamais nous rappeler si, par exemple, on n'a pas ce visa-là et on n'y va pas. Donc, et puis là, si on explique ça à une institution culturelle américaine, est-ce que vous pensez qu'ils ont beaucoup hâte et le goût et d'enthousiasme d'engager un Québécois, un Canadien? C'est comme, ben écoute, on va regarder dans notre autour de nous, là, puis on va prendre un gentil Américain qui, lui, aura pas ces problèmes-là, puis il va venir, ça va être facile. Voilà. Et je parle même pas des opportunités, parce que en musique classique, on a souvent une carrière, ça se construit sur le fait qu'un grand maître qui a un âge vénérable ne peut pas faire un concert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À une semaine, un grand maître annule un concert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un jeune qui peut le remplacer au pied levé, qui va faire le même travail et qui va se présenter à un public nouveau et il va éclore.
Donc, nous, on peut pas faire ça. Parce que si l'Orchestre Philharmonique de New York dit Maestro Muti est malade, il ne dirigera pas le concert. Alexandre, es-tu libre? Je dis oui, je suis libre, mais je ne peux pas venir chez vous. Je n'ai pas de visa. Le temps que je demande mon visa, on va se retrouver en 2028. Exactement. Okay. Donc, mais ça, les Américains... Alors, c'est ça. Donc, juste pour bien comprendre, pour que tous les gens qui nous écoutent et nous regardent, nous suivent, ça, c'est la situation actuelle qui dure depuis un certain nombre d'années. Donc, vous considérez que c'est une injustice. Ce que vous suggérez en ce moment, à la suite des tarifs, des barrières douanières imposées par Monsieur Trump, c'est quoi? C'est une forme de représailles ou de retour de balancier envers les artistes américains? En fait, j'aime pas le mot représailles parce que encore une fois, je suis pacifiste. Je prône les frontières totalement ouvertes, la libre circulation des artistes. Mais si c'est la libre circulation, il faut que ça aille dans les deux sens. Exactement. Par contre, là, en ce moment, un Américain qui vient au Canada, il n'a pas de visa à demander. Il n'a qu'à montrer au douanier un contrat signé. Il rentre comme chez lui, comme dans le 51e État. Et en plus, il remplit un formulaire. C'est bon, ça. Oui, mais il remplit un formulaire pour être exempt de taxes. Donc, il ne laisse pas un sou au Canada. Mais le problème aussi, c'est que nos grandes entités là, qui sont extrêmement subventionnées, fédérales, provinciales, ils engagent énormément d'artistes américains. Et un soliste américain de haut niveau venant d'une bonne agence peut coûter 50 000 $ par semaine. Et le même artiste canadien qui voudrait se produire avec le même orchestre va être payé un dixième de ça, un 5 000 $ par exemple, parce que c'est considéré comme un artiste local. Donc, moi, je comprends pas pourquoi on continue à faire ça. Et ça fait pas justement que depuis, par exemple, que M. Trump est venu. Là, on parle, ça fait des décennies. Moi, j'ai jamais pu accéder au marché des États-Unis de manière libre et ma carrière a commencé il y a plus de 30 ans. Donc, je pense que là, vu qu'on parle de l'aluminium, de l'électricité, des fruits et légumes, du bois d'œuvre, et pourquoi on peut pas parler des artistes? Parce que on a beaucoup de problèmes en culture en ce moment. Il y a pas d'argent. On annule des concerts. On annule des concerts, des expositions, des pièces de théâtre, etc. Nos artistes font 17 000 $. Nos artistes font 17 000 $ comme salaire médian. Je veux dire, c'est impossible pour des gens qui ont des maîtrises, des doctorats. Donc, peut-être qu'une des solutions, ce serait peut-être aussi d'aller, comme le Québec est assez petit, de pouvoir aller travailler un peu aux États-Unis, un peu partout, aller là où est-ce qu'il y a des gens, où est-ce qu'on peut travailler, mais on ne peut pas faire ça. On doit vraiment rester ici. C'est difficile. Moi, ma solution, ça a été de me tourner vers l'Europe, parce que l'Europe, c'est une philosophie d'ouverture, justement. Les idées artistiques ont toujours... Il n'y a pas d'obligation de visa quand on va en Europe? Non, il n'y a pas d'obligation de visa. On paye des taxes localement sur son cachet, ce qui est tout à fait normal, ce qui devrait être normal pour tous les artistes qui vont dans d'autres pays. Puis après, on s'arrange avec sa déclaration d'impôt. Mais je veux dire, l'idée, c'est que on veut entendre les idées artistiques de toutes les grandes sommités sur la planète ou des gens qui ont quelque chose de différent à dire. Et on va pas mettre des barrières à ça. Donc ça, c'est un peu l'idée en Europe. Puis ça marche parfaitement dans mon style de partage, puis j'aime ça voyager, c'est ce que je veux faire. Mais là, les États-Unis, moi je pense que il serait temps qu'on leur dise, écoutez, vous faites ça aux artistes canadiens, moi je pense qu'on devrait faire preuve un petit peu de protectionnisme, nous aussi, et donc de ne pas engager d'artistes d'artistes américains pour le moment. C'est ce que je compte faire avec mon festival et mon orchestre pour les prochaines saisons, tant qu'il y a cette espèce d'injustice. Voilà. Et c'est parce que j'ai utilisé tout à l'heure le mot représailles. Vous m'avez dit, moi je me sens pas à l'aise avec ce mot-là. Utilisons un autre mot, Alexandre. Utilisons un mot rééquilibrage. On va rééquilibrer les choses puisqu'il y a un débalancement. Si un artiste canadien veut se produire aux États-Unis et que les demandes sont en termes de temps, il y a un visa, il y a des délais et il y a des frais à payer, il faut rééquilibrer, à tout le moins rééquilibrer les choses pour que, à l'inverse, un artiste américain, on lui mette les mêmes bâtons dans les roues de l'autre côté, alors que pour l'instant, ce que vous dites, c'est vraiment le tapis rouge. J'ai beaucoup aimé, puis ça a beaucoup fait réagir aussi ma collègue Cybèle Olivier, quand vous avez parlé du 51e État, parce que c'est vrai que si en ce moment, on laisse rentrer à pleine poche des artistes américains et qu'on leur déroule le tapis rouge, et qu'en plus, ils n'ont même pas besoin de payer de taxes, en effet, c'est comme si, musicalement parlant, le Canada était juste
un autre État américain, puis qu'eux traversaient la frontière comme on passe de la chambre à coucher au salon. Exact. Mais en plus, on a beaucoup de talent au Canada. On a des grandes écoles pour la musique classique. Donc, on produit beaucoup de talent. Donc, beaucoup plus per capita, par exemple, que bien d'autres pays. Donc, on a bien en masse de talent ici pour faire des super saisons. On n'a pas besoin d'aller chercher, comme dit M. Trump, on a besoin de rien qu'ils ont. Et puis, l'autre chose aussi que je dirais, c'est que, moi, je suis, s'il faut que ça prenne 10 mois pour avoir mon visa puis ça me coûte 2000 $, qu'un Américain, ça soit la même chose. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on va tous se dire, bon, c'est vrai que c'est un peu idiot tout ça. Éliminons ce genre de bâton dans les roues. Éliminons-le des deux côtés, mais en attendant, au moins rééquilibrons. Alexandre, vous êtes venu avec votre violon. Alors, je vous inviterai à aller au micro. Peut-être nous annoncer qu'est-ce que vous allez nous jouer, parce que c'est sûr moi, je vous écouterai pendant des heures, mais peut-être nous dire qu'est-ce que vous nous avez préparé comme... Je vous ai préparé un petit bout de Tchaïkovski, de la sérénade mélancolique, parce que le 16 mars, j'ai un concert Tchaïkovski à la Maison symphonique avec l'Orchestre philharmonique du Québec, puis c'est mon compositeur préféré, donc voici. Merci. Est-ce qu'on applaudit? Parce que quand on dit, normalement, dans les concerts classiques, il y a des moments où on applaudit, des moments où on n'applaudit pas. Et puis, on dit à propos, c'est Beethoven, le silence après... Non, c'est Mozart. Le silence après Mozart appartient à Mozart. Donc, on va dire le silence après D'Acosta appartient à D'Acosta. C'est une question. Vous... Rapidement, Cybèle, parce que Hugo me fait signe qu'il faut y aller. Bon. OK, je me demande juste, les gens qui se lèvent, là, qui font les standing ovations, est-ce que... trouvez-vous que les gens en font trop? Est-ce qu'ils en font pas assez? Non. Moi, je voudrais qu'ils commencent dès le début du concert. Puis aussi qu'ils applaudissent pendant les pièces, entre les mouvements. Moi, écoute, si on pouvait jouer puis que ça soit comme le patinage artistique, ce serait fantastique. Ça, j'aime ça, démocratiser la musique. Les ovations debout pour tout le monde et en tout temps, mais justice face aux musiciens américains. Je pense que le message a été très clair. Alexandre D'Acosta, je rappelle que vous êtes chef d'orchestre, directeur artistique à l'Orchestre philharmonique du Québec, violoniste soliste. Donc, le 17 mars, j'ai noté le 16 mars à la soirée à la Maison symphonique. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous.